Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 août 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Bonjour Nima, merci de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Je suis ravi d'être de retour. Merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir, colonel. Et permettez-moi de commencer par ce que Marjorie Taylor Greene a publié hier. Voici ce qu'elle a dit. Ils discutent de l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran lors de réunions stratégiques. Et oui, vous avez bien lu, c'est réel. Je ne spécule pas, je sais. Et c'est le mal à l'état pur. Selon vous, colonel, où va cette guerre? Et à quel point la situation devient-elle désespérée? Car si c'est vraiment le cas, Marjorie Taylor Greene, j'imagine, ne publierait pas quelque chose comme ça simplement parce qu'elle le ressent. Elle sait qu'il se passe quelque chose à Washington, et c'est pour ça qu'elle l'a publié. À votre avis, vers quoi nous dirigeons-nous avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, pour être honnête, je suis un peu sceptique face à ce genre d'affirmation sur l'utilisation d'armes nucléaires. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui peut conduire à une situation totalement hors de contrôle. Et je ne vois pas en quoi la situation actuelle nécessiterait l'utilisation d'armes nucléaires. Évidemment, les États-Unis sont coincés dans ce conflit. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas reculer. Ils ne peuvent pas avancer parce que les Iraniens sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Ils y sont prêts, pas seulement mentalement, mais aussi physiquement et militairement. Et ils ne peuvent pas reculer à cause de leur ego et de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que les États-Unis gagnent et que l'Iran est vaincu. Et plus il disait ça, plus il rétrécissait la cage dans laquelle il se trouve. C'est un peu la dynamique. Donc, ils doivent faire quelque chose. Évidemment, ce dont nous avons parlé souvent sur votre chaîne, et que d'autres ont dit aussi, c'est que l'idéal serait qu'ils mènent une sorte d'opération, qu'ils bombardent quelque chose, l'île de Karg, ou je ne sais quoi, puis qu'ils déclarent le succès et la victoire totale, avant de se retirer sur la base de cette déclaration. Ce serait la manière la plus élégante de se sortir de ce pétrin, et ça ne nécessite pas d'armes nucléaires. Et utiliser une arme nucléaire ici poserait probablement problème, parce que, encore une fois, un petit pays comme Israël est vulnérable à une ou deux frappes nucléaires. Probablement qu'une seule suffirait à détruire l'essentiel. Enfin, probablement pas une seule. Mais disons que deux frappes nucléaires pourraient détruire la plupart des centres de commandement et de contrôle, l'organisation politique et militaire de commandement et de contrôle d'Israël. Disons qu'elles auraient probablement un effet destructeur total sur le pays. Mais l'Iran est un très grand pays. Même en utilisant une bombe nucléaire, vous ne mettriez probablement pas le pays hors d'état de nuire. Et donc, pour être honnête, je suis très sceptique face à ce genre d'affirmation. Même si les États-Unis utilisaient une arme nucléaire, et supposons même qu'ils utilisent une arme nucléaire contre l'Iran, dans une région où cela ne causerait aucun dommage, simplement pour montrer qu'ils sont prêts à le faire. C'est un scénario tout à fait plausible. Eh bien, je ne suis pas sûr que cela affecterait la détermination de l'Iran. Cela pourrait même la renforcer. Et cela aurait probablement un effet encore plus désastreux sur la région. Parce que, évidemment, une arme nucléaire, même si elle vise, disons, un désert, une partie du pays qui n'est pas habitée, il y a quand même des retombées. Il y a quand même des effets et des conséquences à l'échelle régionale. Et cela risquerait probablement de dresser toute la région contre les États-Unis. Pour être honnête, je suis sceptique. Ils utilisent probablement ce genre de menaces pour exercer une forme de pression. Nous sommes toujours dans cette logique de paix par la pression, et nous sommes probablement dans ce cas de figure.
Mais, pour être honnête, je peux me tromper. Parce qu'au bout du compte, nous avons aussi dit à de nombreuses reprises que la chaîne de commandement et de contrôle actuelle en Occident, tant politique que militaire, a parfois tendance à être très irrationnelle. Donc, il se peut que, enfin, c'est pas impossible. Je dirais que c'est possible, mais pas probable. Disons-le ainsi dans une terminologie très axée renseignement. Non, je ne le pense pas. Comme je l'ai dit, je serais plutôt enclin à penser qu'il pourrait y avoir une frappe contre quelque chose, contre Bandar Abbas, ou, vous savez, un actif iranien important ou stratégique. Et cela serait présenté, propagé et revendiqué comme un succès stratégique, puis il s'en irait. C'est ainsi que je vois les choses. Vous voyez, les États-Unis ne sont actuellement pas dans une situation très confortable au Moyen-Orient. Enfin, nous avons vu, évidemment, j'ai expliqué la situation stratégique dans tous les sens. Mais, quand on regarde la situation militaire, on voit tous ces problèmes dont nous avons parlé la dernière fois d'ailleurs, avec le porte-avions Abraham Lincoln, le personnel, et les difficultés qui commencent à apparaître à bord, même des navires. Il semble qu'il y ait eu, même si cela n'a pas été confirmé en tant que tel, de fortes indications que ce qu'on avait déjà vu en mai et en avril était une forme de sabotage sur certains navires. On voit donc que la guerre en Iran n'est pas populaire auprès de la population américaine. Elle ne l'est probablement pas non plus au sein de l'armée. Et en plus de cela, on voit que les Iraniens ont développé une stratégie très sophistiquée, avec cette forme d'escalade horizontale que j'ai expliquée à un moment sur votre chaîne. L'idée consiste à frapper tous les moyens militaires américains dans la région, selon des cercles qui s'élargissent. Et cela hors de la région. Je veux dire sur le plan militaire, cela signifie que les États-Unis, s'ils veulent désormais mener des opérations contre l'Iran, peuvent difficilement compter sur le réseau de soutien logistique dont ils disposaient dans les différents pays du Golfe. Ce n'est donc pas impossible. Les États-Unis peuvent encore mener des opérations contre l'Iran, mais la logistique devient extrêmement complexe. C'est pourquoi ils comptent désormais sur le déploiement d'avions et de personnel en Israël et en Jordanie. Mais nous avons déjà vu, il y a probablement 2 ou 3 semaines, que les Iraniens étaient capables de frapper la base aérienne Al-Salti en Jordanie. Cela signifie que même en Jordanie, les États-Unis ne sont pas en sécurité. Il est très difficile de préparer une opération majeure si loin de l'objectif, dans une zone qui peut être menacée par les missiles iraniens. Donc en substance, la stratégie iranienne a plutôt bien fonctionné. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en fait piégés, littéralement piégés dans le conflit. Ils sont piégés politiquement. Nous l'avons déjà dit. Ils sont aussi piégés sur le plan opérationnel. Et maintenant, avec les problèmes supplémentaires liés à ces porte-avions, et avec l'arrivée d'un nouveau porte-avions pour remplacer l'Abraham Lincoln dans la région, cela veut dire qu'il y a des problèmes structurels, des difficultés au sein de l'armée américaine qui peuvent affecter une opération de longue durée. Ce serait donc le bon moment pour les États-Unis d'obtenir une sorte de victoire symbolique et de dire « stop ». Mais là encore, cela exige de la sagesse. Et la sagesse est apparemment l'ingrédient le plus rare que l'on puisse trouver aujourd'hui chez les dirigeants politiques. C'est ça le problème. Nous savons que le délai de 60 jours du protocole d'accord expire aujourd'hui. Or, ce qu'a déclaré le porte-parole iranien du ministère iranien des Affaires étrangères, c'est qu'il n'existe, dans le texte du protocole d'accord, aucune disposition intitulée « délai de 60 jours du protocole d'accord ». Cela signifie qu'il n'y a pas de limite de temps pour ce protocole. Il parlait de 2 périodes, vous savez, 30 jours et 60 jours. Ils allaient faire ceci et cela.
Mais il semble que, du point de vue des Iraniens, le protocole d'accord ne va pas expirer au bout de 60 jours. Et il a déclaré que la République islamique d'Iran ne formule jamais ses politiques sous la pression, les ultimatums ou les échéances. Ce qui était stipulé dans le protocole d'accord, c'était simplement une période de 60 jours de discussion sur deux questions, la levée des sanctions et la question nucléaire. Si aucun résultat n'était obtenu, cette période pouvait être prolongée. Mais en raison de la violation flagrante et généralisée du protocole d'accord du 18 juin par les États-Unis, quelques semaines seulement après sa signature, aucune discussion n'a jamais été entamée. Par conséquent, la question d'une échéance de 60 jours est devenue totalement sans objet. Et vous, colonel, comment comprenez-vous ce protocole d'accord? Et pensez-vous que malgré tout, en supposant que soit encore le cas, il reste la base, le fondement de ce qui se passe entre les deux parties? Eh bien, d'abord, si l'on regarde le protocole d'accord lui-même, comme vous l'avez justement souligné, il n'est pas valable seulement 60 jours. Les 60 jours constituaient la date limite pour entamer des négociations sur quelques sujets. Le problème, c'est que ce protocole d'accord repose sur plusieurs éléments, comme la cessation des hostilités, l'allègement des sanctions et tout cela. Mais tout cela dépend d'autres facteurs qui doivent être négociés. Donc, en substance, on peut dire qu'il y a implicitement 14 points dans ce protocole d'accord, mais qu'il y en a environ 10 qui doivent être négociés pour atteindre son objectif principal. Donc oui, il y a ce délai de 60 jours, mais ce n'est pas une date d'expiration. C'est une échéance pour commencer quelque chose, comme vous l'avez dit à juste titre. Mais comme pour obtenir un résultat sur les principaux sujets, il faut d'abord négocier les autres. Cela complique le calcul. En tout cas, et je crois que nous avons déjà abordé cette question il y a quelques semaines, les Iraniens n'ont jamais abandonné l'idée de mettre en œuvre ce protocole d'accord. Ils n'ont jamais considéré que ce protocole d'accord avait expiré. En réalité, la seule déclaration que nous ayons concernant une éventuelle expiration vient de Donald Trump. Si je me souviens bien, dans une interview, il a dit « c'est fini ». C'est fini, quoi que cela veuille dire. Mais voilà, quand on l'a interrogé sur ce protocole d'accord, il a répondu « c'est fini ». Le problème avec l'administration américaine actuelle, c'est que nous avons parfois, j'ai le sentiment que ce genre d'accord n'est pas vraiment négocié correctement. Ils sont simplement lancés comme une sorte d'appât pour faire quelque chose. Donc j'ai le sentiment que Trump ne se sent pas lié par les accords, de manière générale. Et un protocole d'accord, pour lui, n'était qu'un moyen d'attirer l'Iran dans quelque chose. Et il a fait exactement la même chose avec les Palestiniens, avec cet accord sur Gaza. C'était la même chose. Il s'agissait d'attirer les gens dans quelque chose qui, au final, ne serait pas mis en œuvre. Et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui à Gaza. Le Hamas a été attiré par cette idée et a même accepté de se désarmer. Et maintenant, vous avez les Israéliens qui disent « Pas question, nous ne quitterons pas Gaza ». On est exactement dans le même type de dynamique ici. Et je l'avais aussi évoqué sur votre chaîne fin juin, quand nous avons parlé de ce protocole d'accord. L'idée de ce protocole d'accord était d'attirer l'Iran dans une sorte de processus, mais pour obtenir autre chose que ce qui est prévu dans le protocole. C'est ça le problème avec Trump. Il veut obtenir des résultats plus vite que ce que prévoit le protocole. Le protocole fixait en quelque sorte un délai de 60 jours pour mener une négociation ou pour entamer une négociation. Mais quelques jours après la signature, Donald Trump et les Américains ont commencé à frapper l'Iran afin d'exercer une pression supplémentaire sur l'Iran.
Donc cela signifie qu'ils ne s'appuient pas sur le texte. Ils s'appuient sur ce qu'ils affirment depuis longtemps, d'ailleurs pas seulement dans le cadre de l'Iran, mais aussi dans d'autres contextes. L'idée qu'on obtient la paix par la force. Cela veut dire qu'on exerce une pression sur les gens pour atteindre son objectif. Ce n'est pas par la négociation, c'est par, disons, ce qu'on pourrait appeler du chantage ou de la pression. Il y a différentes façons de le dire, mais au fond, ce n'est pas une décision ni un accord réellement accepté par les deux parties. C'est quelque chose qu'une partie impose à l'autre. Et en utilisant la force et la pression, on amène l'autre à accepter ce qu'on lui dit. C'est une variante de ce que j'ai mentionné de nombreuses fois sur cette chaîne, ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, celle qu'on pratiquait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, menée par les puissances occidentales, surtout contre leurs partenaires coloniaux, ou partenaires entre guillemets. C'est donc un peu le problème que nous avons ici. Et par conséquent, c'est très difficile pour les Iraniens, comme pour d'autres d'ailleurs. Nous avons exactement la même chose avec les Russes face aux Américains. Ils ne savent pas exactement ce que cherchent les Américains. Ils veulent obtenir quelque chose, mais comme ils ne veulent pas, vous savez, quand on entame une négociation, on ne peut pas dire que ce sera réglé en 2 jours, en 3 jours ou en 1 ou 2 mois. On ne peut pas faire ça. J'ai cette expérience pratique de la médiation dans les conflits moraux, mais des conflits quand même. Et là, il faut prendre en compte, premièrement, la bonne volonté des deux parties. Elles doivent être disposées à parler. Elles doivent le faire de bonne foi. Cela veut dire que quand vous commencez la discussion, les deux parties ont des revendications et des exigences. Mais bien sûr, vous ne vous attendez pas à ce que ces exigences soient modifiées au cours du processus de négociation. Vous vous attendez à ce que les gens aient étudié et établi leurs exigences, leurs revendications, peu importe. Et le processus de négociation consiste à trouver une compréhension commune de ces revendications, des deux côtés et entre les deux côtés. Maintenant, si les parties commencent à changer les règles pendant la négociation, eh bien, vous n'êtes probablement pas l'empath. Mais ça veut dire que la négociation prendra beaucoup plus de temps que prévu ou planifié. Et c'est exactement ce qu'on a ici, parce que les États-Unis veulent évidemment obtenir davantage que ce qui figure dans le protocole d'accord. Et c'est la difficulté que les Russes, comme les Iraniens, ont avec les Américains dans cette affaire. Ils ne sont ni crédibles ni fiables en ce sens. On s'attend à discuter d'une chose, et finalement, quand on arrive à la table des négociations, autre chose est mise sur la table. Et ce n'est pas vraiment ainsi que fonctionne une diplomatie normale. Et là encore, tout cela vient de ce concept de la paix par la force. C'est essentiellement une forme de diplomatie de la canonnière. Cela complique la situation. Ils ont un document, ils devraient travailler sur ce document et discuter de ce document. Et s'il y a autre chose, eh bien cela pourrait faire l'objet d'une discussion supplémentaire à la fin. Mais encore une fois, le problème, c'est que les Américains ne savent pas exactement ce qu'ils veulent obtenir. Et nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Au tout début, ils ont déclenché la guerre à cause de la question nucléaire. Et aujourd'hui, tout tourne autour d'Ormuz, et plus personne ne parle de la question nucléaire. D'ailleurs, la question nucléaire n'a jamais vraiment été un problème. Parce que nous savions à l'avance que les Iraniens ne développaient pas de bombes nucléaires. Donc, tout cela est tellement confus, tellement incohérent, qu'il devient très difficile pour les Iraniens de suivre une ligne. Mais dans ce cas, il faut reconnaître que les Iraniens ont été extrêmement constants. Ils ont dit, eh bien, nous avons signé un accord. Je veux dire, en gros, le protocole d'accord, qui n'est pas un traité à proprement parler, mais qui est une sorte d'accord.
Un accord selon lequel vous allez entamer des négociations. An agreement that you will start negotiation, and they stick to this agreement. Et ils s'en tiennent à cet accord. Et ils considèrent toujours que puisqu'il n'a pas été officiellement rejeté, révoqué ou quoi que ce soit d'autre, il reste valable. Et donc, les Iraniens ont une approche très similaire à celle qu'on retrouve aussi en Russie. Au fond, ils sont extrêmement légalistes. Cela veut dire qu'ils s'en tiennent aux mots, à ce qui est écrit, ni plus ni moins. C'est un avantage, surtout pour ceux qui négocient avec eux, parce qu'on sait exactement quelles sont leurs intentions. Mais cela peut aussi être une faiblesse, en particulier face à un adversaire comme les États-Unis, qui ont beaucoup plus de pouvoir, qui sont bien plus puissants et qui peuvent se permettre d'aller au-delà des mots et de la formulation d'un traité. Dans une certaine mesure, cela peut être une faiblesse. That can be a weakness to some extent, but it has its own strength, and the strength is. Mais elle a ses propres forces. Et sa force, c'est qu'elle a raison, qu'elle a manifestement raison. Et c'est là son avantage. Personnellement, comme je viens d'un pays, la Suisse, qui est lui aussi extrêmement ou qui était extrêmement légaliste dans son approche des choses, j'ai tendance à privilégier et à voir positivement ceux qui s'en tiennent aux documents signés, ceux qui s'en tiennent à la parole donnée. C'est aussi une question d'honneur. Quand on donne sa parole, c'est sa parole. On ne revient pas dessus. On ne joue pas avec sa propre parole. Et c'est un peu la faiblesse, je dirais, des États-Unis à ce stade. Mais le problème, c'est que puisque les États-Unis ont une puissance militaire supérieure, c'est aussi la loi du plus fort. Et c'est ça le problème. This is also the law of the strongest, and that's the problem. Jacques, hier, il y a eu une réunion entre Jared Kushner et le Hamas, la direction du Hamas. Selon certaines informations, la position d'Israël est qu'il ne reculera pas. Israël ne passera pas à la phase suivante, à l'étape suivante du document dit du Conseil de la paix, ce document en 15 points qu'ils avaient. De l'autre côté, on voit la Turquie, avec l'Arabie saoudite, la Jordanie et tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le Pakistan et l'Indonésie, qui se mobilisent et signent un document ou tentent de faire pression sur Donald Trump parce qu'ils le doivent. Ils ont signé, ils font partie du Conseil de la paix et ils veulent passer à l'étape suivante. Il semble, Israël n'ait pas appliqué les conditions de la première étape. Et maintenant, d'une certaine manière, il subit une pression énorme pour passer à l'étape suivante. Et comment voyez-vous toute la question du désarmement du Hamas et la manière dont est-ce possible? Il y a quelques instants, Donald Trump a accordé une interview à Fox News, dans laquelle il a dit que les Israéliens ne devraient pas frapper Gaza, parce que le Hamas a accepté de déposer les armes. C'est ce qui se passe dans les négociations en cours. D'un autre côté, nous connaissons la position iranienne sur... Ils ont dit que la Palestine fait partie de ce qui est en jeu. S'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, la question palestinienne serait l'un des principaux sujets à discuter. Ils ne sont pas si unis que ça, si l'on regarde l'Asie occidentale. Mais ils ont leur propre position sur la question palestinienne, qui consiste essentiellement à résoudre le problème en Palestine. Comment voyez-vous la situation sur cette question? How do you see the situation with that case? Well, it's extremely complex. First of all, as Eh bien, c'est extrêmement complexe. D'abord, quand il s'agit d'Israël, dites-moi des choses que je ne sais pas, s'il vous plaît. Parce que ce que vous me dites, c'est quelque chose qu'on a vu il y a des années et des années. Et nous avions déjà des accords. Nous avons eu plusieurs accords de cessez-le-feu à Gaza. Nous avons eu le cessez-le-feu à la fin de 2023, au début de 2024. Et Israël disait toujours, « D'accord, nous allons y aller. » Et les Palestiniens acceptaient toujours. Ils commençaient à retirer ses armes, ou peu importe. Et les Israéliens, de leur côté, disaient, « Bon, d'accord, cette phase est terminée. Maintenant, nous n'appliquons pas la phase suivante. » Donc, cela veut dire que c'est une stratégie constante d'Israël que de ne pas appliquer les traités.
not implementing treaties. And this is since 19 Et cela remonte, en substance, à 1948. J'oserais même dire 1947, mais Israël a été créé en 1948. Donc c'est à partir de là que je commence le décompte. Mais en réalité, Israël n'a jamais respecté un accord qu'il avait signé. Et c'est bien le problème. Et puisqu'il est protégé par les États-Unis, parce qu'on voit bien que, enfin, pas seulement les États-Unis d'ailleurs, cela vaut aussi pour la France. La France a critiqué, très légèrement, disons le comportement d'Israël à Gaza, mais elle a quand même livré des armes au gouvernement de Netanyahou pour qu'il fasse exactement ce qu'il faisait à Gaza. C'est donc totalement incohérent. Et au fond, on a vu la même chose du côté des États-Unis. Ils affirment, oui, ce n'est pas bien. Ils ne devraient pas faire ça. Mais ils ne prennent jamais de mesures pour contraindre Israël à appliquer leurs accords. C'est la même chose au Liban d'ailleurs. Les accords signés ou acceptés par Israël concernant la situation dans le sud du Liban en novembre 2024 n'ont jamais été appliqués par Israël. Et maintenant, Israël se plaint d'être attaqué par le Hezbollah. Mais évidemment, ils sont toujours sur le territoire qu'ils auraient dû quitter il y a presque 2 ans. Ils y sont toujours. Donc ils sont attaqués par le Hezbollah, ce qui est normal. Et là, nous touchons à un autre aspect qui concerne à la fois le Hezbollah et les Palestiniens d'ailleurs. Israël se trouve dans des territoires qui ne lui appartiennent pas. Point. Et cela a été établi. Ce n'est pas une affirmation de Jacques Baud. C'est ce qu'affirment plusieurs résolutions de l'ONU, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Le territoire palestinien, qui comprend Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, doit être libéré de toute présence israélienne. Point final. Cela a d'ailleurs été rappelé par une décision de la Cour internationale de justice en juillet. Je crois que c'était le 19 juillet 2024, en réponse à une demande de l'Assemblée générale de l'ONU. Il n'y a donc aucune ambiguïté là-dessus. Israël n'a rien à faire sur le territoire palestinien, au singulier d'ailleurs. Et cela vaut pour la Palestine, mais c'est exactement la même chose pour le Liban. Le Liban est un pays souverain. Israël n'a rien à faire au Liban. Point final. Et parce qu'Israël occupe des territoires qu'il n'est pas censé occuper, évidemment, vous avez un mouvement de résistance qui s'est créé dans ces territoires, qu'on appelle le Hamas, le Fatah, le djihad islamique, et ainsi de suite. Donc on peut considérer que tous ces mouvements appartiennent à un mouvement de résistance plus large contre l'occupation israélienne. Et ces mouvements de résistance sont tous légitimés, pas simplement justifiés, mais légitimés, autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU. Il existe une résolution qui autorise la résistance palestinienne à résister par tous les moyens, y compris la force armée, contre la présence israélienne. Le problème, c'est que lorsque vous êtes une armée dans un territoire occupé et que vous faites face à des bombes placées au bord des routes et à ce genre de choses, vous êtes dans une logique de résistance. Quand vous êtes dans un pays en paix, disons la Suisse, le Brésil et d'autres, je ne dis pas qu'aucun pays n'a de problème, mais disons que ce sont dans l'ensemble des pays en paix. Ils ne sont pas en guerre. Et que des gens commencent à poser des bombes au bord des routes, ce genre de choses, c'est du terrorisme. Disons-le très simplement, parce que la définition peut être un peu plus complexe. Mais disons les choses ainsi. Le problème, c'est qu'Israël considère les territoires occupés comme son propre territoire. Et c'est pour cela qu'il qualifie ces résistants de terroristes. Parce que les Israéliens n'acceptent pas qu'il puisse y avoir une résistance à leur présence. En réalité, c'est la présence israélienne sur ce territoire qui est illégale. Illégale au regard du droit international. Cela a été dit à maintes reprises.
Cela a été confirmé par plusieurs juridictions internationales et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. And there is absolutely no doubt about this. And since this resistance happens, Et puisque cette résistance a lieu sur un territoire sous occupation militaire, elle est légitime. Donc quand vous demandez au Hamas de renoncer à ses armes, vous entrez dans quelque chose d'assez étrange pour les Palestiniens, parce qu'ils sont sur leur territoire, qui est actuellement occupé par Israël. Ils ont le droit de se défendre, alors que dans ce cas précis, Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est très important de le dire. Israël a le droit de se défendre contre une attaque extérieure, à condition qu'Israël n'ait pas lui-même déclenché la guerre. Israël a le droit de se défendre contre une action extérieure. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce qu'Israël se trouve en territoire occupé. En réalité, Israël a, au regard du droit international, la responsabilité de protéger la population palestinienne. Has the responsibility to protect the Palestinian population. Because the population, since it's an occupying power, Puisque c'est une puissance occupante, elle a l'obligation de protéger les Palestiniens, pas de prendre leur territoire. Au regard du droit international, les Israéliens n'ont pas le droit de construire des installations permanentes, des constructions ou des bâtiments, appelez ça comme vous voulez, sur ces territoires. Donc quand vous demandez aux Palestiniens de simplement déposer les armes, vous privez un Palestinien de son droit à se défendre contre une puissance occupante. Et ça, je pense que d'un point de vue juridique, enfin tout le monde le comprend. Ce sont juste nos responsables politiques qui ne veulent pas le comprendre. Mais du seul point de vue du droit international, la résistance palestinienne est légitime. the Palestinian resistance is legitimate. The use of weapons against an occupying military power. L'usage des armes contre une puissance militaire occupante est légitime. Ce n'est pas du terrorisme, tant que cela se passe. Je veux dire, si des Palestiniens allaient, disons, à Jaffa et commettaient un massacre dans, disons, un magasin ou quelque chose comme ça, ce serait du terrorisme. Ce ne serait pas un acte de résistance. Mais si des militants palestiniens armés à Gaza, à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie résistent par les armes à l'occupation militaire, alors ça est parfaitement légal au regard du droit international. La présence israélienne est illégale. Et encore une fois, c'est le droit international. Il n'y a aucun moyen de le contourner. C'est ainsi. Donc, la situation que nous avons aujourd'hui à Gaza, c'est que nous demandons aux Palestiniens de renoncer à leurs armes. Mais nous acceptons le fait qu'Israël ne respecte pas l'accord signé et refuse de se retirer de la bande de Gaza. Alors, de quel genre de droit international parle-t-on? Je veux dire, de quel genre de communauté internationale s'agit-il? De quel genre de leadership international s'agit-il? Je parle en particulier du leadership occidental, parce que tout le monde le sait, en Occident. Nous ne voulons tout simplement pas appliquer cela. Voilà la situation. Et le problème, maintenant, vous avez évoqué la question des Palestiniens, la relation entre la communauté arabe, disons la communauté arabe régionale, et les Palestiniens. Il faut aussi être honnête là-dessus. Les Arabes n'ont jamais considéré les Palestiniens comme une véritable cause pour eux. Pour être honnête, ils ont soutenu les Palestiniens de très loin, mais ils ne se sont jamais engagés de manière vraiment, disons, déterminée pour soutenir les Palestiniens. Mais il y a une chose qui peut, disons, unir les Arabes dans leur soutien aux Palestiniens. C'est que, comme je l'ai dit auparavant, quand on parle de territoire occupé, du territoire palestinien occupé, il y a aussi Jérusalem-Est. Jérusalem-Est abrite le troisième lieu saint le plus important de l'islam, à savoir le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Or, du point de vue musulman, les Palestiniens, et c'est une des raisons pour lesquelles le Hamas, enfin, ce n'est pas la seule, mais c'en est aussi une, s'est présenté comme un mouvement islamique, ont cette fonction, ce rôle de gardien du lieu saint de l'islam à Jérusalem, Al-Quds.
Al-Quds. And this is, remember, the Et c'est, rappelons-le, l'opération qui a été lancée par les Palestiniens. Et je souligne, les Palestiniens, pas seulement le Hamas, comme on a tendance à le dire. Elle a été menée par environ 20 mouvements palestiniens différents, le 7 octobre 2023. C'est une opération conjointe. Ce n'est pas une simple opération du Hamas. Il est très important de le dire, parce qu'en disant le Hamas, on veut isoler une faction et discréditer tout l'objectif de l'opération. Or, le nom de cette opération menée par les Palestiniens, et il n'est jamais mentionné en Occident, parce que bien sûr, on sait pourquoi, c'était Tufan al-Aqsa. This operation was named Tufan al-Aqsa, so the flood of al-Aqsa. Donc, le déluge d'Al-Aqsa. Et ça explique. Al-Aqsa, c'est la mosquée qui se trouve sur l'esplanade du Dôme, le mont du Temple. L'esplanade des mosquées, pardon. Même si le mont du Temple est le nom juif du lieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas la bonne expression musulmane, mais ce n'est pas un problème à ce stade, je veux dire, pour comprendre l'ensemble. Quoi qu'il en soit, ils ont utilisé le mot Al-Aqsa pour souligner un problème qui avait déjà commencé en 2022, lorsque le nouveau gouvernement actuellement en place a commencé à interrompre tout dialogue concernant, par exemple, tous les otages détenus par Israël, et a également cessé les discussions sur le statut des lieux saints à Jérusalem. Et il y a eu beaucoup d'émeutes en 2022, en 2023. Et en fait, tout cela a créé une situation qui a poussé les Palestiniens à lancer leur opération le 7 octobre 2023. Cette opération n'est pas sortie de nulle part. Elle a été le résultat d'une convergence de plusieurs problèmes, à Gaza, mais aussi à Jérusalem-Est, concernant le lieu saint des Juifs, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Depuis lors, et je vous le rappelle, il y a seulement quelques semaines, la Jordanie a tiré la sonnette d'alarme en disant que les lieux saints de Jérusalem étaient sous une menace imminente. Et mon explication personnelle de cette alliance entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, c'est cette menace imminente. C'était en quelque sorte un signal adressé à Israël. C'est ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, ces lieux saints à Jérusalem sont précisément ce qui peut unir les Arabes en soutien aux Palestiniens, qui sont les gardiens désignés de ces lieux saints. Vous comprenez? C'est donc une logique complexe. Les Palestiniens, en tant que tels, n'intéressent pas énormément l'Arabie saoudite et les autres. Mais en tant que gardiens et garants de l'intégrité des lieux saints, les Palestiniens jouent un rôle important, non seulement dans le contexte régional, mais aussi, dans un certain sens, dans le cadre plus large de la foi musulmane. Et c'est là, je pense, qu'il faudrait être plus attentif, parce que c'est probablement là que les lieux saints, ou oui, je n'ai pas les mots exacts, mais vous voyez ce que je veux dire, à Jérusalem pourrait déclencher quelque chose de plus important. Parce que, sur cette question-là, on pourrait alors voir des Arabes s'unir pour Jérusalem, pas pour les Palestiniens, mais pour Jérusalem. Et s'ils veulent renforcer les Palestiniens afin qu'ils deviennent les gardiens de ces lieux, cela pourrait constituer ce type de motivation ou d'incitation pour la communauté arabe ou la communauté musulmane. Parce que les Turcs ne sont pas arabes, soit dit en passant. Or the Muslim community, because the Turks are not Arabs, by the way. And you rightly pointed out that Iran is also interested in that. Et vous avez eu raison de souligner que l'Iran y a aussi un intérêt, parce que bien sûr, Jérusalem est également un lieu saint reconnu par l'Iran. C'est un lieu musulman. Donc voilà. Et les Iraniens ne sont pas arabes non plus. Alors, quand on parle des Arabes, je dois faire attention et présenter mes excuses à tous les autres. Mais les Turcs sont des Turcs, les Arabes sont des Arabes, et les Perses sont des Perses. Ils ont tous, en revanche, une foi commune. Et c'est le facteur d'unité qui peut être déterminant lorsqu'il s'agit d'une action dans la région.
C'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière à propos de cette alliance très inattendue entre le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et d'autres pays, puisque la Jordanie a également exprimé sa volonté de rejoindre cette alliance. Yeah. I think the importance of Al-Aqsa Je pense que l'importance d'Al-Aqsa, c'est que c'est la première Qibla des musulmans. La Qibla, c'est la direction vers laquelle tous les musulmans prient. Et si Israël fait quelque chose là-bas, ce sera, je pense, pire qu'une bombe nucléaire. C'est quelque chose... nuclear bomb. It's something. Yes, this is something what we tend to underestimate. Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. Et c'est très étrange, parce que, comme je vous l'ai dit, dès 2022, enfin même avant, mais cela s'est accru depuis 2022, parce que dans le gouvernement israélien actuel, il y a des extrémistes religieux. Et ces gens veulent construire le troisième temple de Salomon ou le reconstruire là où se trouve aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Cela veut dire que s'ils le veulent, et ils ont déjà les plans, et ils ont déjà commencé à construire ce troisième temple de Salomon. Et cela veut dire qu'ils en arriveront au point où ils devront détruire une partie de l'endroit où se trouve la mosquée Al-Aqsa, et ainsi de suite, afin de reconstruire ce temple. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces manifestations avec la vache rousse et tout ça. Il y a beaucoup de symbolique dans toutes ces émeutes qui ont eu lieu. Elles ont été provoquées par des extrémistes religieux, soit dit en passant. Et personne n'en parle en Occident. Mais on a tendance à oublier cet aspect. Pourtant, c'est une question centrale dans les relations entre Israël et les pays qui l'entourent. Vous savez, je pense que les pays arabes qui entourent Israël, parce que tous les pays qui entourent directement Israël sont des pays arabes. Je ne pense pas qu'ils veuillent avoir ce territoire. Je ne pense pas qu'ils veuillent gagner ce territoire, ni l'occuper. Ils pourraient parfaitement vivre avec une solution à 2 États. Et ce genre de choses, à condition qu'il y ait une garantie concernant ces lieux saints. Et je pense que c'est le point central. Et avec le gouvernement actuel que vous avez, avec cette radicalisation croissante qu'on constate au sein même du gouvernement d'ailleurs, à cause du type de discours qu'on entend aujourd'hui. Vous avez peut-être vu par exemple Ben Gvir, il y a seulement quelques jours, dire qu'il serait bien de tuer 30 à 40 personnes chaque nuit. Et ces gens-là, ils ne méritent même pas d'être appelés des êtres humains. Alors tuez-les, et ce n'est pas grave. C'est le genre de déclaration qu'on n'avait jamais eu auparavant en Israël. Je veux dire, je me souviens de cette époque. J'étais très jeune, bien sûr, mais je me souviens de la guerre des 6 jours, puis de la guerre d'octobre, et de toutes ces différentes guerres. Évidemment, le gouvernement israélien avait aussi sa propre rhétorique, et tout ça. Mais on n'avait jamais ce genre de rhétorique agressive, très, discriminatoire, voire insultante. On n'avait pas ça. C'est un aspect très nouveau de la direction israélienne, qui a commencé, oui, en 2021-2022. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler des émeutes et des affrontements à Jérusalem, autour des lieux saints. Et c'est quelque chose qu'en réalité, l'Occident a tendance à négliger. Parce qu'en Occident, je veux dire, si je parle de l'Europe, personne ne prête la moindre attention aux questions religieuses. Mais au Moyen-Orient, la religion est quelque chose d'important. Et ça aussi, il faut probablement le comprendre, y compris pour ceux qui ne jamais allé au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, vous avez des populations qui, même au sein d'un même pays, sont extrêmement... Elles ne sont pas unies. Elles sont très souvent organisées autour de familles, de tribus ou de choses comme ça. Alors, tribal, c'est sans doute un terme un peu irrespectueux, si je peux le dire ainsi.
parce que ça évoque des images différentes en Occident. Mais vous avez, oui, quelque chose de tribal, je ne trouve pas de meilleur mot, mais ça veut dire qu'on se regroupe par famille, par tendance, et ainsi de suite. Et la seule chose, vous savez, l'Irak, par exemple, ou la Syrie, ont été créés de toutes pièces. L'Irak moderne, je veux dire. Je pense que l'Iran est le seul pays de la région qui soit resté inchangé depuis des siècles. I think Yemen. Je pense que le Yémen aussi est ancien, dans une certaine mesure, parce que le Yémen a lui aussi un peu changé. Mais je suis d'accord. Dans l'ensemble, le Yémen est lui aussi une civilisation très ancienne. Mais tous les autres, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie, n'existaient pas, même il y a 100 ans. Ils faisaient tous partie de l'Empire ottoman. Et vous n'aviez pas de territoire défini. Il y avait des zones territoriales, mais pas de territoire clairement délimité, avec des frontières et tout le reste. Il n'y avait pas de frontières à l'intérieur de l'Empire ottoman. Par conséquent, l'Irak, par exemple, a été conçu ou tracé, on peut même dire tracé sur une carte, par les Britanniques, afin de maximiser la zone où se trouve le pétrole et ce genre de choses. Ce n'est pas fondé sur une réalité anthropologique, mais sur des intérêts économiques. D'ailleurs, toute l'Afrique a été dessinée de la même manière. C'est pour cela que certaines tribus ont été coupées en deux. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des problèmes actuels au Moyen-Orient et en Afrique sont liés aux frontières qui ont été tracées. En Afrique, elles ont été dessinées lors de la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, en 1895. Pour le Moyen-Orient, c'est un peu plus tard, puisque cela résulte de la Première Guerre mondiale. La Turquie faisait partie des vaincus. L'Empire a donc été dissous ou démantelé, et les territoires ont été répartis, donnés ou placés sous la tutelle de puissances coloniales, notamment la France et la Grande-Bretagne. Et elles ont créé des États en fonction des intérêts de ces puissances coloniales, et non des intérêts des populations locales. Par conséquent, ces pays peuvent être divisés sur le plan intérieur, divisés par la religion, par certaines religions. Si vous prenez l'Irak, par exemple, il est composé à 65% de chiites et à 33% de sunnites, avec différentes tendances chez les Kurdes et les autres, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais c'est le seul facteur d'unification que vous pouvez avoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces mouvements révolutionnaires, oui, révolutionnaires, on peut dire révolutionnaires anticoloniaux, qui ont commencé à la fin des années 20, reposaient sur l'islam. Parce que l'islam est le seul facteur commun que vous pouvez avoir parmi ces tribus. Et c'est exactement la logique du Hamas d'ailleurs, parce que le mouvement palestinien était extrêmement divisé. Extrêmement. C'est encore un peu moins le cas qu'à l'époque des années 50 et 60, mais c'est extrêmement divisé. Pourtant, les placer sous la bannière de l'islam tend à créer une forme d'unité. Et cette unité autour de l'islam pourrait être le facteur fédérateur pour frapper Israël, si Israël essaie ou tente de détruire ou de prendre le contrôle des mosquées et des lieux saints du mont du Temple. Donc je pense que c'est une situation très, disons, extrêmement complexe, que nous avons tendance à sous-estimer quelque peu en Occident. Mais cela pourrait être le déclencheur du prochain grand conflit. Et Israël ne survivrait probablement pas à une telle situation, parce que même avec des bombes nucléaires, on ne peut rien faire contre la foi des gens. Exactement. Exactement. Exactly. Thank you so much, Carl. Merci beaucoup, Caro, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Thank you.